Puis c'est le jour d'après au Proche-Orient, après les libérations d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens, après le coup de force diplomatique de Donald Trump, après 5 jours de cessez-le-feu à Gaza. Et maintenant, le plus dur reste à faire pour une paix durable. Et quel est le chemin ce matin? Invité de ce rendez-vous d'infos, l'une des grandes voix ici en France pour la paix. Ofer Bronstein, il rentre tout juste de Sharm el-Sheikh où il était avec le président Macron. Il nous dira ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, comment il envisage la suite. Karim Yaoui aussi est avec nous. Bonjour messieurs, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est parlons-en. Mais c'est parti. Bonjour Ofer Bronstein. Merci beaucoup d'être sur ce plateau, président du Forum et cofondateur du Forum international pour la paix. Je le disais, vous rentrez il y a quelques heures de Sharm el-Sheikh en Égypte. Vous étiez dans l'avion du président Macron. Vous allez nous raconter dans un instant ce que vous avez vu et entendu. Et puis avec nous aussi ce matin jusqu'à 10h45, Karim Yaoui, reporter ici à France 24. On a vécu, vous et moi, Karim, une journée particulièrement dense hier, marquée notamment par la liesse des deux côtés de la frontière, liesse marquée par le retour des otages israéliens parmi les leurs et des prisonniers palestiniens. Mais il y a beaucoup de questions ce matin en suspens. On va y revenir dans un instant. Ofer, je disais, merci beaucoup d'être là. Je crois que vous n'avez pas beaucoup dormi ces dernières 48 heures. Vous n'avez pas dormi même. Vous étiez donc à Sharm el-Sheikh avec le président français. Après cette journée, je le disais, d'une densité rare. Faut-il rappeler que la paix, c'est le combat de votre vie? Ofer, quel sentiment vous habite ce matin? Tout d'abord, pour moi, personnellement, aller en Égypte, c'est personnel. Maman étant égyptienne, rencontrer les Égyptiens, écouter de la musique égyptienne, c'est toujours un plaisir. Et Sharm el-Sheikh est un endroit fantastique. J'étais vraiment très touché par tout un pays qui attendait ses otages hier. C'était vraiment très émouvant de voir que tout un pays attend ses otages, s'est battu pendant 2 ans pour ses otages, ses parents de famille et ses familles d'otages qui n'ont pas lâché, qui se sont baladés un peu partout dans le monde pour tenir bon. Et ça, c'est vraiment remarquable. C'était très émouvant de voir ça. J'étais aussi très touché de voir les prisonniers palestiniens être libérés pour leurs familles. C'était aussi très important. Et de voir le sourire quand même revenir dans les visages des enfants à Gaza. Enfin, cette guerre terrible qui n'avait plus de sens ces derniers mois qui se termine. Maintenant, ce qui a été discuté hier à Sharm el-Sheikh, c'est la suite. Qu'est-ce qu'on fait demain? Est-ce que le président américain est déterminé d'aller jusqu'au bout? Je l'espère, il le dit. Parce que c'est le seul qui est capable de prendre le Premier ministre israélien par les oreilles et de lui imposer quelque chose, parce qu'il lui a donné des ordres. Ces derniers jours, il lui a donné des ordres. Mais non, il faut quand même le rappeler, on pense tous que c'est un exploit extraordinaire du président américain. C'est vrai qu'il est capable, lui, de faire venir le Premier ministre israélien, mais c'est quelque chose que nous, on a cuisiné. On a cuisiné ce plat depuis quelques mois avec les Saoudiens, à l'ONU, avec d'autres pays européens, avec d'autres pays arabes, avec une résolution de 142 pays. Donc tout ça, des rencontres avec Donald Trump à New York, des rencontres de Donald Trump avec les leaders arabes, il a pris tout ça en compte. Il savait que le mai était plus ou moins préparé. Donc tout ce qu'il lui restait à faire, c'est de donner des ordres à Netanyahu. Vous avez l'impression qu'il n'a pas rendu à César ce qu'il aurait dû rendre. Il s'est largement inspiré de la déclaration de New York et l'a mis à sa sauce, et il n'a pas vraiment... il n'a pas vraiment concédé. Non, je crois qu'il a fait hier pendant quelques minutes. Il a dit je remercie. Je crois qu'il a fait à sa façon. Il n'est pas allé jusqu'au bout des choses parce qu'il va jamais jusqu'au bout des choses. Mais je crois que il a même, je me rappelle la conférence de presse qu'il a eue avec Netanyahu il y a quelques semaines à Washington, quand il a annoncé le deal du millénaire, il a même dit que l'opinion publique israélienne l'a influencé. Et c'est vrai qu'il a écouté que 80% des Israéliens, depuis déjà des mois, disent on ne veut plus de cette guerre. Contrairement à certains membres du cabinet israélien qui voulaient continuer la guerre et qui sont foutés des otages. Donc je crois qu'il a écouté tout le monde. Pas d'amertume dans la diplomatie française?
Moi, non. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que les choses se fassent. Je pense que peut-être certains diplomates se sentent un peu frustrés, mais peut-être qu'ils auraient dû travailler plus, je ne sais pas. En tout cas, on a vu Emmanuel Macron au pied de l'avion expliquer que c'était grâce à l'élan qui avait été donné par l'initiative franco-saoudienne que ça s'est produit. Vous avez vraiment le sentiment que ça a été un élément déclencheur, parce que vous dites qu'il a écouté un peu tout le monde, Trump, même si on a l'habitude de le voir pas écouter grand monde. Vous pensez qu'il est un peu à l'antipode de cette image de chien fou qui n'écoute personne à part quelques conseillers? Vous savez, c'est encore très difficile et moi je suis pas dans la bonne profession pour détecter le personnage encore. Je pense que c'est d'autres professions qui doivent le faire, mais c'est un personnage étrange, on le conçoit tous, mais il écoute, et contrairement à ce qu'on pense, il donne l'impression d'être celui qui impose la force, etc. Il ne veut pas la force. Et quand quelqu'un fait un peu de muscle autour de lui, il a tendance à se replier. Oui, il ne peut pas se permettre un échec. Il a pris quand même une grosse claque avec l'Ukraine. Son ami Poutine et son ami Poutine et son ami Poutine. Mais son ami Poutine, il lui a dit je suis occupé là, rappelle-moi dans quelque temps. Donc le Moyen-Orient, c'était ce qu'il pouvait faire parce qu'il pouvait amener les Israéliens. Là, il avait un pouvoir réel sur les Israéliens. La France, l'Europe, les pays arabes étaient mobilisés. Donc les ingrédients étaient là pour que lui, il dise voilà, j'y vais. Mais non, c'est les États-Unis d'Amérique. Ils ont un pouvoir que les autres n'ont pas. Hier, à la même heure offerte, on était, Karim et moi, sur le plateau avec un déluge d'images, alors d'images de liesse bien sûr populaires, et puis un déluge d'alertes. Et notamment, à un moment de la matinée, on a cru que Benyamin Netanyahou allait aller à Sharm el-Sheikh. Il n'a finalement n'y est pas allé, prétextant, en tout cas mettant en avant une fête religieuse qui était réelle hier en Israël. Il y a là un rendez-vous manqué? Tout d'abord, ce qui m'a fait énormément plaisir, et c'était une surprise, c'est de voir le président Abbas, le président de l'autorité palestinienne, qui n'était pas prévu à arriver à Sharm el-Sheikh. C'est le président Macron qui a insisté pour qu'il vienne? Nous avons insisté, les Saoudiens ont insisté, et je crois que l'Américain a compris qu'il était incontournable. On peut dire tout ce qu'on veut de l'autorité palestinienne et du président Abbas, etc. Il est aujourd'hui le représentant légal des Palestiniens. Et le fait que M. Netanyahou a dit pendant des mois sans le Hamas et sans l'autorité palestinienne, d'accord, mais il n'a pas dit avec qui. Il a dit oui, avec des Palestiniens. Alors je ne sais pas d'où vous voulez les faire venir, peut-être que vous voulez les importer d'Islande, je ne sais pas, mais l'autorité palestinienne, c'est l'OLP, c'est les représentants du peuple palestinien, et c'est eux l'adresse de la communauté internationale. Et c'est un cadeau à l'OLP. Il ne faut pas oublier que Abbas, faible, une autorité palestinienne délégitimée, marginalisée, affaiblie par Israël, par tout le monde, a tenu bon. Il y a eu moins de manifestations contre Israël à Ramallah ou à Jenin qu'il y en a eu à Paris, à Berlin ou à New York. Le mec, il tient bon. Avec tous les défauts qu'on peut lui donner. Donc c'était important qu'il y ait un représentant palestinien, j'étais ravi. Mais pour l'anecdote à propos de Netanyahou, on était avec le président Abbas, Macron, moi, le président Abbas en rendez-vous, quand on a appris qu'il ne venait pas en fin de compte. Et Macron lui dit en rigolant, il ne vient pas parce qu'il a peur de toi. Et la réaction d'Abbas était très drôle. Il a retiré sa veste et il a dit, regarde, j'ai rien. Il ne doit pas avoir peur, il ne devrait pas avoir peur, il devrait venir. Moi j'ai envie de lui serrer la main. Moi je crois que Netanyahou savait qu'en venant et en serrant la main d'Abbas, il perdait sa coalition. Il raccourcissait la vie de son gouvernement, qui de toute façon, à mon avis, va être raccourci. Je pense qu'il y aura des élections anticipées pour l'Israël. L'extrême droite israélienne ne pourra pas vivre avec cet accord. Le risque politique était trop grand, quand même. Le risque politique était très grand. Juste sur Mahmoud Abbas, vous avez vraiment le sentiment que c'est l'homme de la situation, parce que vous évoquez le fait d'un côté qu'il a tenu la Cisjordanie, il y a eu moins de manifestations là-bas que dans certains pays européens, mais est-ce que c'est pas justement ce que lui reproche une partie de l'opinion palestinienne? Vous parlez de délégitimation, mais est-ce que l'autorité palestinienne elle-même n'est pas une des premières causes de sa propre délégitimation? Et aujourd'hui, on voit que Mahmoud Abbas revient sur le devant de la scène. Est-ce que vous imaginez vraiment que ça peut être l'homme providentiel, alors qu'il a été tant décrié et que certains l'accusent d'être resté au pouvoir bien trop longtemps et de ne pas avoir organisé d'élections? Aussi bien dans le plan qui a été proposé par le président
Trump que dans celui qui est de reconnaissance par la France et d'autres pays de l'État de Palestine. On avait demandé des éclaircissements au président Abbas auparavant. Auquel il s'est engagé. Il s'est engagé par écrit et qui a ensuite été adopté par la Ligue arabe. Libération des otages, condamnation du Hamas, engagement que le Hamas ne jouera plus un rôle à Gaza, démilitarisation du futur État palestinien et réforme de l'autorité palestinienne et des élections en 18 mois. Donc il est tout à fait conscient, il est en fin de route. Moi, je le connais depuis 40 ans. Hier, je ne l'ai jamais vu aussi fatigué, aussi vieilli qu'il l'était. Je pense que s'il reste à la tête de l'autorité palestinienne, c'est pour empêcher aujourd'hui qu'il y ait des guerres fracticides à l'intérieur, que c'est pas le moment de... Donc ils doivent se préparer à des réformes. Ils se sont engagés à des réformes. Le président Abbas ne sera plus président dans un an et demi. Il y a des forces vives, intelligentes, magnifiques chez les Palestiniens. Je pense qu'ils vont trouver la voie d'être bien représentés. Un rendez-vous manqué aussi sur l'absence de libération de Marwan Barghouti ? Oui. Moi, je le regrette et je profite d'avoir votre microphone pour... nous, on va lancer une campagne pour sa libération. C'est qui, nous ? Voilà, c'est les gens qui nous regardent, qui nous écoutent. On propose, je vais vous donner un scoop, on propose même de l'accueillir en France. C'est qui nous, la diplomatie française ? Moi, j'ai pas les moyens de m'engager à l'accueillir en France, donc celui qui a les moyens de le faire est prêt à le faire. Mais on pense que Marwan Barghouti doit être libéré. La France va lancer une initiative pour demander la libération de Marwan Barghouti aux Israéliens ? Pour l'instant, nous, on va lancer la société civile une initiative pour appeler à sa libération. Parce que, écoutez, ce qui s'est passé avant-hier par rapport à la liste des prisonniers qui devaient être libérés est absurde. D'un côté, on a reproché à raison à Israël d'avoir soutenu le Hamas pendant très longtemps. Faire rentrer de l'argent, laisser faire, etc., etc. Parce qu'on ne peut pas dire que les services secrets israéliens ne savaient pas que des centaines de kilomètres de tunnels étaient construits. Ils savaient exactement quel trafic se faisait, ils savaient combien d'armes rentraient. On a laissé faire. Un jour, il y aura des commissions d'enquête et que les Israéliens jugeront si ça avait été intelligent ou pas. Mais hier, quand ils négociaient la liste des prisonniers et que le nom de Marwan était dans la liste, les Israéliens ont préféré libérer 8 prisonniers du Hamas ou 9 prisonniers du Hamas pour des délits graves que de libérer un qui fait aujourd'hui l'unanimité de la communauté internationale, des Palestiniens, du Hamas et du Fatah, et qui peut... Marwan est un ami, je le connais très bien, il peut faire aujourd'hui, unifier les Palestiniens. C'est un symbole, Marwan. Est-ce qu'il sera président ? Est-ce qu'il voudra être président ? Est-ce qu'il a les moyens de l'être ? Est-ce qu'il en a envie ? Parce qu'on n'a aucune... Après 26 ans de prison, peut-être qu'on a envie d'aller au soleil, se promener et bronzer. Mais il peut, symboliquement, il peut unir les Palestiniens et créer une dynamique positive. Je pense que c'est une erreur de la part des Israéliens de s'acharner. Il fait tant l'unanimité que ça chez les Palestiniens Il fait vraiment l'unanimité, aussi bien du côté des sympathisants du Hamas que des sympathisants du Fatah, ou en tout cas de l'autorité palestinienne, parce que c'est une figure qui a réussi à s'imposer, qui a une voix qui porte aussi bien du côté de la bande de Gaza que de la Cisjordanie, mais comme vous le disiez, on s'interrogeait hier sur sa propre volonté à vouloir assumer un rôle extrêmement difficile. Le monde a changé, Gaza a changé, la société israélienne a changé, son regard sur les Palestiniens a changé. Est-ce qu'il sera en capacité, après tant d'années de prison, à pouvoir prendre à bras-le-corps une mission qui semble extrêmement difficile? Il n'y a que lui qui peut y répondre, et c'est sûr que c'est pas forcément une chose qu'il acceptera. Son maintien en détention n'est à imputer qu'aux autorités israéliennes ? Alors on peut se poser la question, parce que ceux qui jusqu'à présent se partageaient le pouvoir n'avaient pas forcément envie qu'une figure unificatrice émerge, notamment du côté du Hamas. Un certain nombre de leaders du Hamas n'avaient peut-être pas envie que quelqu'un de la trempe de Marwan Barghouti puisse éventuellement assurer une position unificatrice qui rassemblerait à la fois les habitants de Cisjordanie et les habitants de Gaza. Et on a vu que le Hamas avait gagné beaucoup de terrain en Cisjordanie également. Donc c'est évident que certains, même du côté des Palestiniens, au-delà de l'opinion et de la population qui est plutôt unanime sur cette question, eh bien certains n'avaient pas forcément envie qu'émerge une figure comme celle-ci.
Parmi les trous dans la raquette que contient le plan Trump offert à Bronstein, justement la Cisjordanie, alors il y a beaucoup de sujets, mais disons, abordons-en quelques-uns. La Cisjordanie, oubliée dans le plan Trump, dont on n'a pas très bien compris, sauf erreur de ma part, la position sur la colonisation, la poursuite de la colonisation, le renforcement même de la colonisation depuis le 7 octobre 2023, quand le plan franco-saoudien disait des choses très claires. Quel chemin pour la Cisjordanie, qui est aujourd'hui, dont la place des Palestiniens réduite à une peau de chagrin? Vous avez tout à fait raison de le souligner. Justement, un des sujets qui était manquant et que le président Macron a soulevé, c'est le sujet de la Cisjordanie. On a vu, à cause de l'extrême droite qui fait partie du pouvoir israélien, et comment ils ont continué à provoquer des Palestiniens, à en tuer, les colons extrémistes, et à grignoter de plus en plus de terrain. Et ce qui est important, c'est que, et ça aussi c'est une des raisons du réveil de Donald Trump il y a quelques semaines, c'est qu'il a vu ces accords d'Abraham, qui pour lui sont très chers, parce qu'il continue à miroiter son prix Nobel de la paix, s'échapper. MBZ, qui est quand même un des moteurs de ces accords d'Abraham, le patron des Émirats lui a dit, écoute, s'ils continuent à coloniser, nous on se retire des accords d'Abraham. Et les autres ont dit la même chose. La Jordanie a dit, le monde arabe, lui a dit, il faut arrêter avec cette histoire. Et il a fait un stop et il l'a annoncé. Ça aussi a mis Netanyahou très mal à l'aise. Il a annoncé, il n'y aura plus de grignotage, il n'y aura plus, et il n'y aura certainement pas une annexion de la Cisjordanie. Il est vrai que ça va être très compliqué. C'est pas du tout ce qu'a entendu Benyamin Netanyahou. Ouais, Benyamin Netanyahou, il entend ce qu'il veut et dit à sa base ce qu'il veut. Moi, je vous dis ce que le président américain a dit et a promis à ses partenaires. Il faut aussi ne pas oublier, Donald Trump, c'est aussi un homme d'affaires. Son partenaire principal qui paye un prix très très cher, c'est l'Arabie Saoudite aujourd'hui, qui a fait des cadeaux de trillions de dollars à Donald Trump, des cadeaux. Ils ont fait baisser le prix du pétrole parce qu'il le leur a demandé, alors que c'est la manne la plus importante des Saoudiens. Ils lui ont fait des commandes de centaines de milliards, avec tout le respect que Donald Trump doit à M. Netanyahou. Il écoute aussi les Saoudiens, il écoute le monde arabe, et il se dit cette annexion n'a aucun sens. Moi, ce que je crains, mais ça sera pour une autre émission, c'est que Israël risque d'aller vers une guerre civile à cause de l'histoire des colonies après ces élections prochaines. Parce que ça va créer des tensions très fortes. À un moment donné, l'heure de vérité arrivera et les Israéliens devront quitter une partie des colonies. On n'en est pas là, mais il n'y aura pas d'annexion. Il n'y aura pas d'annexion. La communauté internationale est absolument déterminée à ne pas laisser Israël continuer cette annexion et à ne pas permettre aux Palestiniens d'avoir un État vivable. Mais il y a ne pas poursuivre, ne pas annexer et entériner une situation de fait qui rend, vous le savez mieux que moi, impossible en l'état une solution à deux États, Karim. Ouais, c'est très compliqué. Il y a quelques 500 000 à 600 000 colons. Il y a des villes, des universités qui sont sorties de terre, des réseaux autoroutiers qui vont d'un certain nombre de grandes colonies à d'autres. Et on se souvient qu'il y avait eu des colons dans la bande de Gaza, mais c'était une poignée de colons. Et finalement, leur demander de partir, ça a été déjà un crève-cœur pour un certain nombre d'entre eux. Mais comment imaginer aujourd'hui que toute cette population qui s'est installée en Cisjordanie, eh bien, on leur demande de partir du jour au lendemain? C'est tout simplement inimaginable pour la classe politique israélienne, mais aussi pour toute une frange de la population. Donc, évidemment, il y a cette volonté peut-être des pays occidentaux de refuser cette annexion, mais comment retourner en arrière? Est-ce que c'est possible? Tout ça, ça semble extrêmement compliqué. Ouais, je ne partage pas tout à fait votre avis. C'est vrai que c'est compliqué. Mais deux choses qui sont importantes à signaler. Sur les 500 ou 600 000 colons, une partie sont à Jérusalem, autour de Jérusalem. 80% d'entre eux vivent sur 6% du territoire. Donc l'idée depuis toujours qu'on a développée, c'était une idée de swap. 6% du territoire pour que 80% des colons restent chez eux. Et en échange, Israël donnerait 6% de territoire ailleurs. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de la créativité.
la solution des deux États ne sera pas une solution normale. Est-ce qu'il peut y avoir de la créativité sur Jérusalem, tant ça crispe des deux côtés? Justement, vous savez pourquoi ça crispe Jérusalem? Parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Jérusalem, tout le monde pense à Jérusalem sur les lieux saints. Maintenant, les lieux saints, ça représente 0,9% de Jérusalem. C'est même pas 1% de Jérusalem, les lieux saints. Jérusalem-Est, c'est 19 villages palestiniens qui ont été annexés, que les Israéliens ne visitent jamais, que tout le monde ne connaît pas. Je parle de Shoafat ou je parle de Betsafafa. Les gens ne vont pas savoir que c'est Jérusalem. Les 19 villages palestiniens qui font Jérusalem-Est, les Israéliens n'en veulent pas. Donc, quand on parle des lieux saints... Ça dépend des Israéliens, parce que j'y étais allé avec une équipe de France 24, et il y a une partie des colons qui veulent tout de même ces villages et qui s'accrochent... Vous savez, justement, sur Jérusalem, je crains le moins. Je pense que s'il y a une détermination, une volonté internationale, les lieux saints, on peut en faire quelque chose d'international. On peut faire un des sièges de l'ONU, un des sièges de l'UNESCO, quelque chose de symbolique qui réunit les trois monothéismes. Ça représente 1%. Encore une fois, ce qu'il manque pour résoudre le problème israélo-palestinien, c'est du courage politique, de la détermination et de l'imagination. On pourra peut-être réfléchir à une cantonisation de la Cisjordanie, à une fédération, à une confédération. Il y a plein de possibilités. Si on en vient à la situation à Gaza, j'imagine que là aussi, il faudra faire preuve d'inventivité, de créativité et d'imagination. Le plan Trump, on l'a dit, on peut peut-être en dire un mot, mais dans la gouvernance, en tout cas en l'état, à l'écart, on l'a dit, les Palestiniens jusqu'ici. Ça, c'est fini. Ah oui, ça a été enterré hier. C'est enterré. Alors, quel est le projet maintenant? Et tout d'abord, Tony Blair a été écarté. Et les Européens et les pays arabes l'ont dit, oui, on est d'accord, c'est super, c'est génial. Merci, mais non. Mais on fait partie du truc, tu ne peux pas le faire tout seul. Et puis, on a fait venir Mahmoud Abbas. Il est clair que ça ne se fera pas sans les Palestiniens. Alors, ça ne se fera pas sans les Palestiniens. En revanche, quelle partition le Hamas va jouer à Gaza? Le désarmement du Hamas, on l'évoquait tout à l'heure, Karim, vous et moi, en plateau. Quel degré de réalité? Et puis, il y a la question des armes, il y a la question des esprits et des cœurs, Ofer. Le Hamas est mort comme organisation paramilitaire, comme milice, comme organisation terroriste. Qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, ils doivent disparaître. Soit par la force, et j'espère qu'ils comprendront que ça ne vaut pas la peine, soit parce qu'ils vont rendre les armes. Est-ce qu'ils vont devenir une force politique? C'est probable. Ils vont s'appeler autre chose? C'est probable. Dans la région, on ne peut pas effacer les forces qui appartiennent aux frères musulmans ou à un islamisme plus radical. Mais en tant que milice, en tant que force militaire, ils doivent disparaître, au même titre que le Hezbollah doit disparaître comme force militaire. Israël a mené depuis 2 ans des guerres contre 2 organisations terroristes. On a compris aujourd'hui, avec les accords qui se font au Liban, que si on rend aux Libanais et on rendra aux Palestiniens leur indépendance, leur facilité, leur possibilité de gérer leur territoire, on pourra arriver à des accords. Moi, je suis de ceux qui pensent que s'il y avait eu un État palestinien avant le 7 octobre, il n'y aurait pas eu le 7 octobre. Il fallait une autorité, qu'elle soit forte, qu'elle soit légitime, tout ce qu'on veut, mais il fallait une autorité. Et malheureusement, on a perdu beaucoup de temps. On a du mal quand même à comprendre, nous qui ne sommes pas, comme vous, spécialistes de la question, comment très concrètement les tunnels vont être définitivement détruits, les tunnels du Hamas, qu'en 2 ans de guerre, vraisemblablement, n'ont pas permis de tous les casser. Comment est-ce que demain, les différentes brigades vont très concrètement déposer les armes, Karim? Alors c'est vrai qu'on a du mal à l'imaginer. Pour l'instant, le Hamas explique que tant qu'il y aura l'armée israélienne présente dans la bande de Gaza, il n'imagine pas déposer les armes. Et puis il y a une ambiguïté. On les a vus hier encore. On les a vus hier encore, ils étaient là, ils étaient armés, beaucoup plus discrets que lors des autres libérations d'otages israéliens. Et puis cette ambiguïté de Donald Trump qui a dit dans l'avion, en arrivant, qu'il donnait en gros carte blanche au Hamas pour assurer l'ordre pendant une période donnée. Et on a vu une espèce de brigade de maintien de l'ordre. Il a dit on a dit d'accord, mais pour un petit moment parce que sinon ça serait le chaos. Exactement. Et on a vu aussi par la suite justement
justement des hommes déployés par milliers, mais aussi des règlements de compte contre d'autres groupes armés, contre des familles influentes de la bande de Gaza. Le Hamas, pour l'instant, a du mal à se faire à cette idée-là, alors qu'il se transforme en force politique, c'est tout à fait imaginable, puisqu'on a vu que les Américains avaient parfois négocié directement avec le Hamas pour la libération d'un ressortissant américain il y a quelque temps. Et plus récemment, Jared Kushner et Steve Witkoff ont rencontré un représentant du Hamas. C'était autour du 8 octobre. Donc, cette éventualité que le Hamas se transforme en force politique, c'est possible, mais évidemment, il devra véritablement muer, se transformer pour jouer un rôle. Mais pour l'instant, on sent bien que c'est une possibilité, tant les forces politiques en présence sont relativement limitées, puisque finalement, il y a qui, à part l'autorité palestinienne et le Hamas? Permettez-moi une remarque par rapport au Hamas. Il y a un mécanisme qui a été créé, qui sera certainement composé par des forces militaires arabes, qui est censé venir sécuriser la zone. Je ne vois pas le Hamas prendre les armes contre des soldats turcs ou des soldats égyptiens. C'est inconcevable. On a une idée du calendrier du déploiement Théoriquement, ça se prépare. Je ne peux pas vous dire exactement quand ça sera mis sur place. Et la deuxième phase sera justement de former une 50 000 plus ou moins de Palestiniens, de gendarmes palestiniens, qui reprendront après le. Je crois que des formations ont commencé en Égypte déjà. En Égypte, en Jordanie. Et la France va jouer un rôle important aussi dans la formation. Donc il y a des étapes qu'on va traverser. Ce qu'il faut, c'est garder le cap. C'est ne pas laisser. Il risque d'y avoir. Il y aura certainement des incidents. Il y aura des colons qui vont provoquer certainement. Il y aura encore des fous furieux de terroristes qui vont essayer de commettre et vont commettre des actes terroristes. Mais il ne faut pas que ça nous ébranle. Moi, je me rappelle Yitzhak Rabin qui avait dit, à l'époque où le terrorisme était vivant dans les villes de Tel Aviv, tous les jours, dans les grandes villes, d'une main, on va combattre le terrorisme et de l'autre, on va continuer à serrer la main pour la paix. Donc je pense que c'est la politique à avoir. Mais un discours de haine tel que le porte le Hamas à l'égard des Israéliens depuis bien avant le 7 octobre, après 2 ans de guerre, après une destruction quasi totale de la bande de Gaza, après près de 70 000 morts, dont des milliers d'enfants, selon des chiffres jugés fiables par l'ONU, ce discours-là, il est encore vivant aujourd'hui. Mais je vais vous dire, le défi encore une fois, c'est de donner des perspectives d'espoir et d'avenir pour les jeunes Gazaouis aujourd'hui qui sont amputés, orphelins. On parle de dizaines de milliers d'orphelins, de dizaines de milliers d'amputés, une catastrophe humanitaire inimaginable. Si il n'y a pas, on n'est pas capable dans les 5, 6, 7 années à venir construire quelque chose de viable, de redonner espoir à ces Gazaouis, ça deviendra des terroristes. Il y a une volonté de vengeance aujourd'hui. C'est pas parce qu'on a signé un accord qu'ils ont oublié la souffrance qu'ils ont subie ou qu'ils subissent encore et qu'ils vont subir. C'est pas parce que le problème ne sont pas réglés. Il y a une crise humanitaire terrible aujourd'hui à Gaza. Et l'hiver arrive avec les maladies, ça va être catastrophique. Donc si on ne donne pas... Vous savez, moi j'ai préparé un plan. Une partie a été discutée, adoptée aussi par la Ligue arabe et la Banque mondiale. Tony Blair en a préparé un autre. Pas mal a été inspiré par le mien, que j'ai déposé déjà au mois de février dernier au président Macron. Je chiffre plus ou moins à l'inverse du plan mercantile de Donald Trump, c'est du business. Et que du business, et pour le business, les Palestiniens qui sont sur place, ça va être la main-d'œuvre pas chère, et nous, on va faire du business. Le mien, non. Le mien, il est vraiment au centre de l'objectif de ce plan. Il y avait l'être humain, il y avait le Palestinien, il y avait un projet environnemental, il y avait du recyclage de l'eau, il y avait l'exploitation pour les Palestiniens du pétrole et du gaz qu'ils ont. Ça fait un moment que vous en parlez de ce plan pour Gaza. Oui. Et donc, il va coûter à peu près entre 50 et 70 milliards de dollars. Les pays du Moyen-Orient, et 70 milliards pour l'avenir, pour construire quelque chose qui va faire plaisir à ces jeunes qui souffrent aujourd'hui à Gaza. Les pays du Moyen-Orient, en un an, ont acheté pour 200 milliards de dollars d'armes. 200 milliards de dollars d'armes en un an.
Alors qu'ici, il y a un plan qui, avec 70 milliards, change la vie des Palestiniens à toujours. Donc il faut à un moment donné être aussi, la communauté internationale, être sérieuse et déterminée. Où ils se foutent de la gueule de tout le monde, et c'est que des carnavals et des shows, comme il y en a eu hier à Sharm el-Sheikh, où on est déterminé, sérieux, pour régler le problème, et pour vraiment proposer un avenir décent à tout le monde. Karim. Alors moi je m'interrogeais aussi, vous évoquiez Pauline la haine qui a été distillée par le Hamas et la souffrance des Palestiniens qui peut se transformer en terreau pour créer de nouveaux terroristes dans quelques temps si ils n'ont pas de perspective. Mais de l'autre côté, on a vu aussi la libération d'une parole extrême avec des ministres d'extrême droite. Et on sent bien que du côté israélien, il y a quelque chose qui a changé dans la perception des Palestiniens. On a vu aussi à travers les sondages de semaine en semaine et de mois en mois s'éloigner la perspective chez les Israéliens d'une possibilité d'une vie commune ou d'une vie côte à côte. Est-ce que vous pensez que la société israélienne aujourd'hui peut recommencer à imaginer un futur avec les Palestiniens ? Tu as raison quand même de toucher, parce que c'est le cœur du problème. Après, les arrangements, c'est facile, mais s'il y a une volonté populaire, si le cœur y est, on y arrivera. Et aujourd'hui, mais comment est-ce que le cœur peut y être ? Aujourd'hui, il y a un travail des extrémistes qui a été fait de déshumaniser l'autre. Pour les Palestiniens, les Israéliens, c'est des soldats et des colons qui sont là pour les tuer. Pour les Israéliens, les Palestiniens, c'est que des terroristes qui sont là pour les exterminer. Ça, il va falloir qu'on fasse un travail de profondeur, à long terme, d'éducation, et puis à la méconnaissance de l'autre. Aujourd'hui, il est interdit par la loi israélienne de rentrer dans des territoires palestiniens, contrairement à mon époque. Les Gazaouis, 99% des Gazaouis ne sont jamais sortis de Gaza. S'il n'y aura pas la rencontre avec l'autre, si on ne va pas toucher à la douleur de l'autre, si on ne va pas se mettre à la place de l'autre. Mais qui a envie aujourd'hui d'aller à la rencontre de la douleur de l'autre ? Vous avez entendu beaucoup de gens dire « j'ai envie d'aller à la rencontre de l'autre ». Ça va venir. C'est du travail. Ça va pas se faire avec une... Vous savez, l'Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, qui a été 100 fois, 1000 fois plus terrible que ce qu'on vit maintenant, elle s'est construite petit à petit. Aujourd'hui, c'est normal d'avoir des étudiants allemands à Paris ou des étudiants italiens en Espagne. C'est l'Europe qu'on a construite. Alors qu'ils se sont démolis, détruits, 100 millions de morts. Une Europe détruite il y a 70 ans. C'était une autre époque aussi, vous le savez. Oui, regardez, je vous donne ça a duré 5 ans. Là, on a le sentiment que depuis des dizaines et des dizaines d'années, on espère, et les espoirs sont à chaque fois déçus. Pourquoi ça serait différent cette fois-ci ? Non, l'Europe, ça n'a pas duré 5 ans, je m'excuse. Non, la guerre. Non, il y a eu 2 guerres. Ouais. L'Europe, c'est 2 guerres, c'est pas une seule. C'est au bout de 2 guerres qu'on a compris qu'il fallait arrêter de déconner. Parce que moi, j'ai vu comment les opinions publiques peuvent changer du jour au lendemain. Vous allez voir, les sondages de la semaine dernière et les sondages de la semaine prochaine, après la libération des otages, ne vont plus être les mêmes. Et les Israéliens comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas changer, et les Palestiniens doivent le comprendre aussi. Et tous ces idiots, pour pas être plus méchants et plus vulgaires envers eux qui disent de la rivière à la mer, c'est-à-dire c'est des antisémites qui veulent la destruction d'Israël, parce qu'il faut appeler un chat. Quand on dit de la rivière à la mer, ça veut dire qu'on ne veut plus c'est exactement ce que fait l'extrême droite israélienne. Elle parle du grand Israël, elle parle de la même chose. Les Palestiniens ne vont pas disparaître. Les Israéliens ne vont pas disparaître. De la rivière à la mer, il y a 15 millions de personnes. Soit ils continuent à se tuer, à se massacrer, à se haïr, à se détruire, soit ils doivent trouver un moyen de vivre ensemble. Et moi, je sais, de ma connaissance personnelle, que la plupart des Israéliens, la plupart des Palestiniens veulent trouver la voie du dialogue, veulent trouver la voie de la rencontre avec l'autre, veulent respecter les besoins de l'autre. S'il y a une reconnaissance d'Israël par le monde arabe et musulman, ça créera une dynamique. Il y avait quelque chose de très positive. singulier offert dans la journée qu'on a vécue hier. Alors c'était des images auxquelles le Proche-Orient ne nous avait pas vraiment habitués ces derniers mois, des images de liesse, et en ça il y avait quelque chose de profondément commun dans l'humanité de chacun, de retrouver les siens. Mais il y avait une absence totale d'empathie vis-à-vis de la douleur de l'autre. Pas un mot pour les Gazaouis, place des otages à Tel Aviv. Je le dis sans aucun jugement. Pas un mot non plus. Enfin pas un sentiment, pas la présence, pas d'existence de sentiment du côté des Palestiniens qui retrouvaient les leurs. C'était ça la journée d'hier. Pas tout à fait, Pauline. Moi, j'ai écouté le discours de Kouchner avant-hier, samedi soir, place des otages à Tel Aviv.
où Donald Trump était le roi du monde, etc., et Bibi Netanyahu était hué. Mais Kouchner a dit, j'empathie, c'est merveilleux, etc. Et il a dit, je pense aussi à la population gazaoui. Et il a été applaudi par le public. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de ses blessures à soi. Chacun regarde où il a mal, il ne regarde pas la douleur de l'autre. Mais ça viendra. Ça viendra. Quand j'entends... Hier, j'ai pris une photo avec le président Macron, avec le président Abbas, avec un t-shirt qui m'était cher et que je voulais porter, où il y avait, en arabe, en hébreu et en français, il y avait marqué un enfant, c'est un enfant, c'est un enfant. Et si on considère un enfant comme étant un enfant, on pourra faire ce pas vers l'autre. Parce qu'un enfant, c'est un enfant, c'est un enfant, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa religion. Et je pense que les Israéliens et les Palestiniens le comprennent. Et il y a du travail à faire, on va le faire. Parce qu'il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre voie. Alors c'est vrai on a senti un frémissement quand même. On se rappelle aussi qu'il y a eu des rassemblements où des Israéliens avaient des photos de bébés palestiniens. On sent bien qu'il y a eu quand même une petite évolution là-dessus. C'est vrai que ça va prendre du temps, mais c'est une prise de conscience qui sera longue. Et puis c'est vrai que pendant des mois et des mois, la population israélienne ne voyait qu'à travers le prisme des otages qui étaient retenus là-bas, que les médias israéliens, même s'il y a des médias libres et une presse libre, se concentrait assez peu sur la souffrance des Palestiniens. Les gens, lorsqu'on évoquait la famine, avaient du mal à l'imaginer. On parlait parfois de mise en scène, de faux bébés, etc., etc. Et donc, ça n'a peut-être pas permis d'ouvrir la fenêtre totalement sur ce qui se passait dans la bande de Gaza. Et peut-être qu'aujourd'hui, cette fenêtre va s'ouvrir plus facilement et qu'il va y avoir des prises de conscience des deux côtés. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer. Gaza, qui à l'heure où l'on se parle, est encore relativement fermé et à l'aide humanitaire. Et faut-il le rappeler aux journalistes internationaux offerts, là, il y a plus qu'urgence. On ne cesse de le dire, mais... Et urgence. C'est terrible ce que vivent les Palestiniens, même quand la guerre s'est terminée. Il y a des maladies qui arrivent, on est en hiver. Il n'y a pas d'eau potable. Ils sont dans des tentes. Il n'y a pas assez à manger. Il n'y a pas assez à boire. On risque d'arriver à, aujourd'hui, je ne sais pas, 60, 70 000 morts aujourd'hui, mais on risque d'arriver à 200 à 300 000 morts si on ne fait pas le nécessaire immédiatement. Sachant qu'on évoquait tout à l'heure, Karim, le fait que les Israéliens attendaient que le Hamas restitue l'ensemble des 28 dépouilles d'otages qui ont été tués à Gaza, et que, en ce sens, la société israélienne est encore... ne peut pas passer au jour d'après, tant cette question est centrale dans la société israélienne. Il y a aussi sans doute des Gazaouis dont on n'a pas les dépouilles non plus aujourd'hui. Oui, c'est vrai. En janvier dernier, je crois qu'on évoquait le chiffre de 10 000 disparus côté gazaoui, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas comptabilisés encore dans les morts qui ont péri sous les bombardements et pendant les combats dans la bande de Gaza. Alors c'est vrai que c'est très difficile pour les Israéliens d'accepter l'idée que peut-être certains des corps ne seront pas rendus. Le Hamas, avant la signature de cet accord, avait évoqué cette possibilité-là. Aujourd'hui, évidemment, la pression est maximale du côté des autorités israéliennes pour que tous les corps soient rendus. On a vu, évidemment, ces familles qui réclament que ces corps soient rendus et qui expliquent que ça faisait partie du deal et qu'elles ont besoin que les corps rentrent dans le pays pour pouvoir enfin faire leur deuil. C'est une procédure assez longue, on en parlait tout à l'heure. Il va y avoir des identifications douloureuse où un certain nombre de spécialistes de l'ADN, des dents pour pouvoir identifier les personnes vont se pencher sur les corps de ces otages qui ont péri parfois depuis très longtemps. Et côté palestinien, on a souligné à quel point c'était difficile de retrouver. On a vu les images de la bande de Gaza, des décombres à n'en plus finir, des immeubles explosés de partout. Et puis, on sait aussi que certains otages sont passés malheureusement de main en main au fur et à mesure des combats et qu'aujourd'hui, il faut peut-être s'attendre à ce que tous les corps ne soient pas restitués. Vous croyez au faire cette société israélienne que l'on a dit et on le redit, qui était figée dans ce 7 octobre et qui attend d'une certaine façon, notamment avec la restitution de ces dépouilles, de passer, pas de tourner la page, mais de passer au 8 octobre, comme on l'a vu hier écrit un peu partout. Vous croyez il va y avoir un contre-coup? Il va y avoir une forme de réalisation peut-être de ce qu'il s'est passé à Gaza depuis 2 ans, là où on n'a pas voulu voir, là où on n'a pas écouté, où on n'a pas entendu? Ce que je sais déjà, c'est que les Israéliens ne veulent plus revivre ça.
Ce que je sais déjà, c'est que les Palestiniens ne veulent plus revivre ça. Et donc, s'ils ne veulent pas le vivre, il faut qu'on trouve ensemble une autre solution qui ne soit pas la solution de règlement par les armes. Il y a quelque chose qui s'est passé quand même hier à Sharm el-Sheikh qui est intéressant. Tous les leaders qui étaient sur place ont signé un document qui dit que tous les problèmes qui vont surgir au Moyen-Orient ne se régleront que par le dialogue, que par des biais diplomatiques et pas par les armes. C'est une déclaration de principe, mais ça crée une atmosphère. On ne peut plus résoudre nos problèmes par les armes. Il faut les résoudre en respectant la dignité des Palestiniens, en respectant leur volonté de liberté, leur volonté d'indépendance et en respectant le droit des Israéliens à se sentir en sécurité. Et pour de bonnes raisons, parfois ils ne le sentent pas. Si on fait ces deux choses-là, et la souveraineté des deux, c'est pour ça que j'ai toujours été pour la reconnaissance de l'État palestinien. Ça permet aux Palestiniens d'être égal à égal aux Israéliens. Vous êtes celui qui a convaincu le président Macron d'aller au bout. Un rôle, oui. Un grand rôle, ne soyez pas trop modeste, on dit modeste offert, qui a accompagné le président français dans sa démarche de reconnaître l'État de Palestine. C'était au mois de septembre à New York. Là encore, la déclaration de Trump n'écarte pas la perspective, mais l'évoque dans un futur lointain, incertain, sans calendrier. Vous croyez... Est-ce qu'une solution est possible sans qu'à terme cet État palestinien soit reconnu de tous? Et est-ce que vous croyez, et à quel horizon, que les États-Unis iront un jour vers cette reconnaissance? Les alternatives sont simples. C'est soit les deux États, la souveraineté et le respect des uns envers les autres, soit un seul État. Un seul État, c'est la guerre civile. Est-ce que les Israéliens, avec tout le mauvais sang qu'ils ont aujourd'hui, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ou les Palestiniens, avec toute la haine qu'ils ont en eux pour de bonnes ou de mauvaises raisons, sont capables de vivre aujourd'hui dans un seul État en harmonie? Non. Alors, la première phase, on se sépare, on a chacun sa souveraineté, on crée des liens, on va faire du business, on va faire de l'éducation, on va faire des échanges d'étudiants, on va faire de la culture ensemble, et petit à petit, pourquoi pas? Moi, je suis inspiré par l'Europe. Le Moyen-Orient peut aussi devenir un Moyen-Orient uni, fédéral, confédéral. Pourquoi pas mais ça se construit. Il n'y a pas d'autre alternative que la liberté de l'autre, que la dignité de l'autre, que le respect des besoins de l'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il y a 20% d'Arabes israéliens en Israël. Vous excluez totalement la possibilité d'un État commun parce que... un État commun avec qui? En fait, un État pour tout le monde et pas deux États. Moi, je voudrais que le monde soit un seul État et qu'on jette tous nos passeports. Mais ça va prendre un peu de temps, peut-être nos enfants. Vous avez un passeport palestinien, je crois. Moi, je les collectionne. Étant donné que je ne peux pas les jeter, je les collectionne. L'exemple des Arabes israéliens est très intéressant. Les Arabes israéliens, c'est des Palestiniens israéliens. C'est pas des Arabes d'une autre galaxie. Ils ont été d'une solidarité avec les Israéliens sur l'histoire des otages exceptionnelle. Ils ont senti que c'était eux qui étaient touchés aussi. Ils n'ont pas dit « Ah non, nous on est les Palestiniens ». Il n'y a pas eu de manifestation d'Arabes israéliens contre Israël pendant cette guerre. Au contraire, il n'y a eu que des témoignages de soutien aux Israéliens. Mais justement, c'est pas un signe qu'un État est possible? C'est certainement un signe que c'est possible. Ce que je dis, c'est que ça prendra du temps. Le faire aujourd'hui ou le vouloir aujourd'hui, c'est repousser, encore une fois, c'est laisser la colonisation, laisser l'armée dans les territoires, continuer l'humiliation. Je pense que il faut passer par... Moi, je me rappelle un jour chez moi à la maison, juste après les accords d'Oslo, il y avait le ministre des Affaires étrangères, Nabil Shahad, qui était à la maison. Il m'a dit, nous, on a besoin d'un État pour un jour. Dès qu'on a un État pour un jour, on ira voir les Jordaniens. Parce qu'il est naturel aussi d'avoir une confédération avec les Jordaniens. 70% des Jordaniens sont des Palestiniens. Donc c'est naturel. Mais il faut tout d'abord qu'ils aient leur État, leur souveraineté, leur honneur, leur dignité. Après, on trouvera des mécanismes. Si on veut vraiment vivre ensemble, on trouvera des mécanismes. J'entends, et bien sûr, il ne s'agit pas ici de mettre à mal votre optimisme offert, qui est celui, je pense, qui vous tient là avec nous. Il faut du temps. Est-ce qu'on a le temps de prendre du temps? C'est pour ça que je suis ravi de voir
que des leaders du monde entier se réunissent comme hier à Sharm el-Sheikh, qu'un président américain est déterminé à avoir son prix Nobel et il est prêt à tout faire pour avoir un prix Nobel de la paix. Ne serait-ce que pour le prix Nobel Je l'encourage, moi je lui donne 2 prix Nobel pour la paix s'il y arrive, avec plaisir. Il l'aura peut-être l'année prochaine. Pourquoi pas, s'il fait les choses dans la bonne direction, avec plaisir. S'il y a une détermination, s'il y a une volonté, on est obligé de le faire pour les générations futures. On ne peut pas vivre en étant violent un envers l'autre. On ne peut pas vivre sans se respecter l'un vers l'autre. Et pour la vôtre génération ? On a fait beaucoup de conneries, la mienne. Hein. On a fait beaucoup de conneries, la mienne. Moi, je rencontre des jeunes. J'ai confiance en eux. J'ai confiance en eux. Si je peux uniquement les inspirer un tout petit peu, ou les aider, ou les pousser, c'est mon rôle aujourd'hui. C'est encourager les jeunes. On va s'arrêter sur la confiance, Ofer Bronstein. Pour ceux qui vous connaissent encore pas si bien, je vous invite à lire, vous qui nous regardez, un portrait que Libé vous a consacré il y a quelques jours, quelques semaines, avec ce titre qui vous va bien, C'est Poumonner pour la paix. Ofer, merci beaucoup d'être venu ce matin sur ce plateau. Karim Eliaoui, vous êtes ici chez vous. Bien sûr, une émission à revoir en replay, réécouter en podcast. On se retrouve juste après la pause. À tout à l'heure.